Avec l'agglo, plus belle la vie. 31% des accidents du quotidien ont diverses origines. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain on poursuit avec le recul des températures, mais la sensation de froid se montre moins vive grâce au net déclin du vent. Le ciel conserve un aspect chargé et laisse échapper quelques averses de neige. Côté température, les minimales oscillent entre -1 et -3 degrés, les maximales se limitent entre 0 et 2 degrés. Demain samedi 16 janvier nous fêtons les Marcelles, le soleil nous accompagnera de 8h19 à 17h02. Très bonne fin de semaine à tous, à demain. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Dans les moments difficiles, on a besoin de professionnels. AVS. Notre métier, vous accompagner. Avec Firch Menuiserie, votre maison devient tendance. Le conseil, le choix, la pose, les meilleurs tarifs. Avec Agifermeture, vos portes et fenêtres ensoleillent votre maison. La CAL vient d'élire son président. Contre le cumul des mandats, il veut rassembler au-delà de la droite et du centre et attend l'exemplarité des élus. Il s'affiche en homme d'ouverture et de consensus. Derrière le miroir, Mosaïque a le plaisir d'accueillir Philippe Richert, le premier président du Grand Est. Philippe Richert, bonjour. Bonjour. On va d'abord rencontrer l'homme. Alors vous êtes né il y a 63 ans dans une famille modeste d'ouvriers. Quel souvenir marque votre jeunesse ? Le souvenir, c'est deux choses. La première, c'est que bien sûr, je suis né et je vis dans un village, Wimmenau, Vosges du Nord, pas 50 km de Sarreguemines. Et mon souvenir, c'est la forêt. La forêt, la découverte en forêt, les promenades en forêt. Et le deuxième souvenir, c'est la vie rurale. Alors cette fois-ci, plutôt du côté agricole, puisque nous avions une toute petite exploitation agricole, une ou deux vaches, voilà. Et donc c'est ça mes souvenirs qui continuent de m'accompagner d'abord, parce que je suis toujours resté très proche de la nature et resté très proche de l'exploitation agricole. Ah, vous êtes marié, père de 3 filles, alors ancien sportif aussi, hein, c'est ce que j'ai trouvé sur Sportif, Internet, on parle d'haltérophilie. J'ai fait de l'haltérophilie, effectivement, c'était le sport que je pratiquais en club. Enfin, de là à dire que j'étais un grand champion, ce n'est pas le cas. Ceci étant, j'étais en haltérophilie tout à fait en capacité de lever de la fonte. Alors, vous avez travaillé 18 ans à l'Éducation nationale, alors que vous a apporté cette vie d'avant votre engagement politique ? Je reste toujours très marqué à la fois par mon expérience de la vie publique, du côté de l'éducation nationale. J'étais professeur de sciences naturelles, puis ensuite chef d'établissement, donc principal de collège, mais de mon enseignement, c'est quelque chose que j'ai adoré faire parce que, je le disais il y a un instant, l'environnement, c'est ma passion. J'adore les paysages des Vosges du Nord, j'adore ces territoires, j'adore la nature, j'adore les coléoptères, les papillons, les oiseaux, et j'arrive à m'émouvoir assez facilement de la richesse, de la beauté de la nature. Vous êtes quelqu'un de sensible. Très. Alors on peut dire que vous réussissez votre cheminement politique. Alors conseiller général à 29 ans, plus jeune sénateur métropolitain en 1992, président du conseil régional d'Alsace en 2010. Conseil général. Du conseil général, pardon. Conseil général en 1998. En 1998. Alors ministre aussi, pendant 2 ans. Et aujourd'hui président de la nouvelle région que vous baptisez déjà, peut-être provisoirement, Grand Est. Alors à quoi est due cette réussite selon vous ? Je ne suis pas quelqu'un qui est né en voulant faire de la politique. Je redis, je viens d'un milieu rural. Je n'avais pas milité
dans les partis politiques. Je suis arrivé à la politique dans l'entourage d'Adrien Zeller, à un moment donné, parce qu'on m'a sollicité pour dire si j'étais candidat pour aller au cantonal, d'abord conseil général, et j'ai été quelqu'un qui s'est beaucoup engagé. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui, lorsqu'il s'engage, il ne le fait pas à moitié. Et je crois que les gens me reconnaissent cette qualité du sérieux de l'engagement, du respect des engagements pris. Et cela s'est traduit par exemple dans le canton de la Petite-Pierre, dont j'ai été le conseiller général pendant 26 ans. J'ai toujours été réélu au premier tour avec une adhésion très forte parce que je crois que les gens se reconnaissaient dans ce que je faisais. Et cette fidélité au territoire, cette fidélité aux engagements pris, et d'une certaine façon la simplicité de relation avec mes concitoyens, c'est ce qui a été l'un des points forts de mon engagement public. Alors, vous êtes aujourd'hui le patron de la nouvelle région et vous dites vouloir faire du Grand Est un laboratoire de démocratie locale. Alors, de manière synthétique, dites-nous ce que vous allez expérimenter dans ce laboratoire. Alors, je suis quelqu'un qui, dans son engagement public, dans son engagement politique, a toujours refusé les clivages qu'on construit parce que c'est pratique. Les clivages politiques, vous savez, des postures. On est de droite, donc on est contre tout ce qui est de gauche. On est de gauche, donc on est contre tout ce qui est de droite. Quand on est écologiste, par définition, on est de gauche, etc. Moi, je pense que les choses sont à la fois plus complexes et doivent être plus simples. Pourquoi plus complexes ? Parce que on peut très bien être de droite et trouver que la justice sociale, c'est quelque chose d'essentiel. On peut être de droite et trouver que d'accompagner ceux qui sont fragiles doit être une priorité. On peut être de gauche tout en souhaitant développer l'économie. Voilà. On doit pouvoir, dans des situations aussi difficiles que celles d'aujourd'hui, nous sommes vraiment dans une crise gravissime. On doit être capable de travailler ensemble et lorsqu'il y a des choses qui viennent de droite qui sont bonnes, on peut les prendre. Lorsqu'elles sont de gauche, on les prend. Ça ne veut pas dire qu'on aplanit tout, qu'être de droite ou de gauche, c'est pareil, c'est pas ça. Mais j'ai déjà trop vécu dans ma vie publique des moments où il y a des oppositions de posture, parce que les gens pensent que lorsqu'on est de droite, il faut s'opposer à fond à tout ce qui est fait par la gauche et inversement. Et je trouve ça que c'est pas acceptable. Donc, dans ma façon de faire, j'ai toujours essayé de travailler avec les autres, de ne pas rejeter simplement par principe et de regarder comment on peut le mieux développer, réussir et donc travailler avec les autres. Alors vous avez déjà partiellement répondu à la question suivante, mais pas complètement. Dans une entreprise, on le voit bien, on voit autour de la table de direction, il y a des hommes, des femmes, de gauche, de droite, du centre, des extrêmes aussi. Alors tous ont à cœur de maintenir, voire de faire grandir leur entreprise. C'est comme ça que cela se passe. Ils sont contraints de trouver les meilleures solutions tous ensemble. Alors vous avez dit que vous étiez très ouvert et pourtant vous n'avez pas osé élargir, je dirais, cette ouverture à tous les partis. Pourquoi ? Alors, les choses sont un peu différentes. D'abord, la première chose, quand on dirige, bien sûr, c'est la majorité qui dirige. C'est la majorité qui décide. Mais cette majorité qui décide et qui dirige doit tenir compte des minorités. Et les minorités, on tient compte de toutes les minorités qui, évidemment, rentrent dans ce qui est acceptable et dans le spectre ou dans la sphère de ce qu'on appelle l'engagement républicain. À partir de là, on peut prendre en compte tout le monde, quelles que soient les sensibilités, que ce soit les sensibilités de gauche, écologistes, socialistes. J'avais entendu que Patrick Perron, qui est du Front de gauche, a appelé à voter pour nous. C'est des choses que je reçois. Mais même ceux qui ne sont pas au Conseil régional, on peut les écouter, on peut les entendre, y compris aujourd'hui les régionalistes qui sont pour la part, parce que ce sont des sensibilités qui sont à écouter. Ça ne veut pas dire que la majorité se fait remplacer par la gauche. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont dans la minorité rejoignent la majorité. Mais ça veut dire que sur des sujets, on est capable de se rejoindre parce que c'est des choses qui comptent. Mais pas le FN, finalement. Ça dépend entièrement. Si le Front National est là pour être là, non pas pour faire tout simplement de la polémique, mais pour faire avancer, pourquoi pas sur un certain nombre de sujets, pas sur les valeurs, parce que là nous ne sommes pas du même avis, mais sur des projets, pourquoi pas, lorsqu'effectivement la volonté c'est de faire porter un certain nombre de sujets qui permettent d'avancer au-delà de la polémique. Si c'est simplement faire de la polémique, je ne rentre pas là-dedans, parce que je pense que c'est inutile, et malheureusement trop souvent, c'est soit de la polémique, soit on peut même dire c'est politicien, et ça j'ai pas envie d'y aller, parce que c'est pas ma façon d'être et c'est pas ma façon de faire.
Alors ces dernières élections ont donné finalement beaucoup d'importance aux régions, alors que leurs compétences semblent finalement quand même assez limitées. Alors il y a moins d'argent aussi dans les caisses. Est-ce que vous vivez cela comme un frein ou comme une opportunité qui vous force finalement à devenir un générateur d'idées ? Deux choses. Tout d'abord, essayer d'utiliser au mieux l'argent public. J'espère que ce n'est pas quelque chose qu'on est en train d'inventer, c'est quelque chose que je me donne comme ligne de conduite depuis longtemps. C'est le principe de base, c'est regarder comment, avec les moyens que la collectivité publique a à sa disposition, nous pourrons être les plus efficaces dans nos politiques. C'est ça la stratégie. Alors deuxième chose, comment est-ce qu'on peut y arriver ? Alors l'organisation de notre pays est une organisation complexe. Rares sont les pays qui sont aussi compliqués dans leur organisation. Et c'est vrai que pour moi, dans l'avenir de notre pays, la France, il est important que les régions continuent de croître, non pas en taille, c'est ce que j'essayais d'expliquer pendant la campagne électorale, mais croître en compétences, en organisation, en moyens de porter des sujets. On est dans notre pays avec un cloisonnement entre les compétences, entre les différents niveaux de collectivité. Et on arrive avec ça à une perte d'efficacité. Ce qui fait que nous avons beaucoup de collectivités et chaque collectivité a des moyens et des compétences et donc une capacité d'agir réduite. Quand vous regardez cette grande région maintenant, Alsace, Champagne, Ardennes, Lorraine, ça fait grosso modo 57 000 km². Quand vous regardez le Bade-Wurtemberg, il fait 35 000 km². La différence, c'est que le budget du Bade-Wurtemberg, c'est 40 milliards. Le budget de notre région, c'est 2,5 milliards. Voilà toute la différence. Ça ne veut pas dire qu'il faut automatiquement grossir. Ça ne veut pas dire qu'il faut automatiquement prendre plus de pouvoir en termes de budget. Ça veut dire que dans l'organisation, on est tellement séparés les uns des autres au niveau de la France qu'on se fait un peu concurrence, qu'on se marche un peu sur les pieds. C'est pour ça qu'il faut simplifier. Donc aller plus loin dans le pouvoir des régions, c'est nécessaire, non pas pour les régions elles-mêmes, mais pour l'efficacité de l'organisation de la France. Et moi je pense que la décentralisation est un bon moyen pour faire évoluer l'organisation de la France. Le problème dans notre pays, c'est qu'on passe plus de temps à combattre et à se combattre qu'à construire. Moi je pense qu'il faut passer plus de temps et d'énergie à construire, et c'est comme ça qu'on arrivera à faire décoller notre pays et à faire décoller notre région. Mon énergie, c'est d'abord pour le territoire, pour nos concitoyens, pour aller de l'avant. Alors, vous dites vouloir faire de la politique autrement. Je reprends des termes de votre discours, et vous définissez cela comme le devoir de servir l'intérêt général et ne servir que lui. Alors, pourquoi les choses ont-elles dévié selon vous ? Parce que j'imagine cette définition, elle a toujours été vraie pour tous les gens engagés dans le milieu politique. Alors, les choses ont dévié, alors comment est-ce que vous comptez, je dirais concrètement, amener vos conseillers sur cette voie ? La première chose, c'est que je pense en politique, il ne suffit pas de dire, il faut faire. André Malraux le disait, l'homme est ce qu'il fait. Eh bien, je pense que ce qui est important, c'est que les gens puissent se reconnaître dans l'action et reconnaître que ce qui est dit correspond à ce qui est fait ensuite. Et donc je m'impose un certain nombre. Je prends un exemple concret. On parle souvent de mettre en place la limitation du cumul des mandats. Moi je ne suis pas à demander à tout le monde de n'avoir qu'un mandat. Parce que faire de la politique, ça doit permettre aussi à des femmes et des hommes d'exercer des responsabilités et d'avoir le temps, les moyens de les exercer. Vous ne pouvez pas juste avoir un mandat si vous n'avez pas les moyens de l'exercer, si vous n'avez pas à côté un autre mandat ou un autre métier. Pour moi, avoir un autre mandat ou un autre métier, ça revient à la même chose. On ne peut pas faire que de la politique. Sauf si vous avez la possibilité de le faire. Donc moi, en 2010, quand j'ai été candidat aux élections régionales, en 2010 en Alsace, j'étais déjà sénateur. Et j'ai expliqué, en 2010, à mes concitoyens, que si j'allais être élu président du Conseil régional d'Alsace, je démissionnerais du Sénat. J'ai démissionné du Sénat. Et lorsque j'ai été candidat cette fois-ci, dans le cadre de cette grande région, Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, j'ai dit que si j'étais élu, ce sera le seul mandat que j'exercerais. Eh bien, c'est le seul mandat que j'exerce. Parce que je pense qu'il faut, d'un côté, donner le cap, et en même temps le tenir. Mais je ne demande pas aux autres de faire comme moi. Il faut d'abord s'appliquer les mesures à soi-même.
Et comme ça, on devient crédible. Mais comment peut-on forcer cette exemplarité si les gens ne le font pas? Mais ce qu'il faut, c'est que tout simplement, d'abord, les gens retrouvent confiance. Pourquoi est-ce que les gens, majoritairement, n'ont pas confiance aujourd'hui dans l'homme public, comme dans les médias, à un moment donné? C'est qu'à un moment donné, lorsqu'ils regardent et lorsqu'ils analysent, ils se disent « mais c'est pas ce qu'on avait dit, c'est pas ce qu'on attend ». Donc il faut retrouver dans la vie publique une démarche dans laquelle les gens se retrouvent. J'essaye à mon niveau, pour ce que je suis, sans vouloir dire que je suis exemplaire, parce que c'est pas vrai. Nous avons tous nos défauts, nous avons tous nos travers, mais essaye de faire en sorte que ce qu'on dit, on le fasse, pour que les gens retrouvent confiance dans l'homme public, quel qu'il soit. Alors j'essaye de le faire d'abord moi, et au travers de ce que je fais, je peux être plus exigeant aussi avec les autres, et avec ma majorité, avec ceux qui sont autour. Et aujourd'hui, tout simplement être plus efficace dans l'utilisation de l'argent public et avoir des politiques qui effectivement donnent des résultats. Aujourd'hui, si nous avons ces résultats chez nous en termes de fonctionnement des réseaux SNCF, des lignes SNCF, si la régularité des trains, si la qualité des trains qui circulent escalés, c'est parce qu'on a été exigeant. Alors vous avez forcément porté un regard, je dirais, sur l'action de Masseray en Lorraine. Alors quels sont les domaines, on va parler dans le détail, où vous auriez fait autrement? Mais il y a beaucoup de sujets, évidemment, qui permettent de faire la différence. Bien entendu, quand on fait circuler les trains, ils circulent tous de la même façon. Par contre, il y a des façons de négocier, des façons de travailler qui peuvent être différentes. Dans cette grande région, il va y avoir plus de 7000 salariés. Donc là où je trouve que ma démarche a été différente, c'est que j'ai travaillé comme président, pas président directeur général, je ne vais pas aller dans le détail. Pour ça, il y a l'administration, mais beaucoup d'exigences et ensuite un effet d'entraînement qui est très fort. Et donc, nous avons pu aller très loin. Dans l'organisation du territoire, nous avons mis en place en Alsace, non pas simplement l'ensemble des services à Strasbourg, nous avons mis en place des agences, une agence à Mulhouse pour le sud Alsace, une agence Célestat pour le centre Alsace, une agence à Saverne pour le nord Alsace, pour être plus proche des territoires, pour être plus proche de nos concitoyens, pour être plus proche de ceux qui sont nos partenaires. Et une troisième chose qui est très importante, c'est effectivement de regarder comment, dans ce partenariat, notamment avec les communes et les intercommunalités, on peut travailler de façon encore plus en symbiose. Donc voilà déjà quelques recettes alsaciennes que vous aimeriez étendre de comportement d'une façon d'être. Du Grand Est, oui. Alors, juste, vous avez évoqué le ferroviaire. Selon vous, la ligne ferrée Bitche-Sarreguemines et après peut-être même Bitche-Niederbronn doit-elle rester fermée? J'avais indiqué à l'époque, quand j'étais président du conseil régional d'Alsace, que si la Lorraine souhaitait rouvrir cette ligne, l'Alsace serait partenaire. Aujourd'hui, je suis en charge de l'ensemble et j'ai indiqué, lorsque j'étais sur place, à Bitche, que je suis prêt à regarder cette question et je suis prêt à regarder comment on peut expérimenter. Ce qui est sûr, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il faut que chacun le sache, quand on fait fonctionner des trains, qu'il y a des gens qui prennent ces trains, ils payent un billet, eh bien, le prix des billets pour l'ensemble des lignes ne permet pas de financer le fonctionnement. Le prix des billets, en gros, ça permet à peine de payer 25 à 30%, quand tout va bien, du coût réel. Donc ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas ouvrir une ligne si on a à peine 10% de recettes. Je dis que si, dans le prévisionnel, on arrive à avoir 25% du coût de l'exploitation de la ligne qui sera couvert par les recettes de la ligne, nous irons vers une rouverture de la ligne. Mais il faut que nous ayons derrière la garantie que cette ligne soit utilisée et que ceux qui utilisent cette ligne permettront de financer au moins 25% du coût réel, sachant que les 75% qui restent sont financés par une subvention que le conseil régional sera obligé de mettre au bout. Et cette subvention, d'où est-ce qu'elle vient ? Elle vient du contribuable. Donc il y a une part qui doit être payée par l'usager et une part qui doit être payée par le contribuable. On ne peut pas financer 100% de la ligne par le contribuable. C'est pour cela qu'il faut faire une étude qui démontre si oui ou non on peut obtenir ces 25% de recettes pour l'exploitation. Si nous les obtenons, nous rouvrirons la ligne. Très bien. On vous attaque déjà, M. Richer. Alors l'équipement en iPhone, iPad en est un exemple. On vous accuse aussi de vouloir favoriser l'Alsace. Votre parcours politique est long. Êtes-vous hermétique aux polémiques et à toutes ces critiques ou est-ce qu'elles vous affectent ? Non, aujourd'hui, il faut toujours bien sûr écouter ce qu'il a. Je prends l'exemple de ce qui est les iPhones, iPad. Soyons réalistes. Quand vous êtes, par exemple, dans des médias,
je ne suis pas persuadé que ce soit les journalistes qui achètent les caméras pour faire les enregistrements. Très franchement, je ne suis pas sûr. Je pense que c'est plutôt la structure. Eh bien, ici, nous sommes dans une structure qui doit fonctionner. Donc, c'est normal que la collectivité mette à disposition. D'autant plus que ça me permet de supprimer des tonnes de papier que je n'aurais plus à envoyer. Et donc, ça me permet en réalité de faire des économies. J'investis, ça coûte 190 000 € et ça me permettra annuellement de faire au minimum entre 200 et 400 000 € d'économies. C'est-à-dire que ça permettra à la collectivité, au global, en plus de faire des économies. Voilà les raisons pour lesquelles nous l'avons fait, parce que c'est de notre responsabilité, et puis parce que ça permet, en faisant un investissement, de faire des économies de fonctionnement. Plus on fera des économies de fonctionnement, plus ça permettra de continuer à investir. En Alsace, ces dernières années, notamment les 2 dernières années, 2014-2015, je n'ai pas baissé mon niveau d'investissement pour continuer à moderniser notre territoire. Quand on n'investit plus, eh bien, on prend du retard. On a besoin d'investir. C'est la raison pour laquelle il faut faire des économies en fonctionnement. Il faut continuer à investir. Je peux vous dire ici, effectivement, au niveau du Conseil régional d'Alsace, en dépenses de personnel, nous avions à peu près proportionnellement 20% de dépenses en moins. Nous faisons des efforts, ça permet de continuer à investir. Je prends ça plutôt comme un compliment, ce n'est pas un reproche. Que certains ensuite insistent parce qu'ils n'ont rien d'autre à dire sur ces aspects, c'est parce que simplement ils n'ont pas compris encore qu'être gestionnaire, c'est essayer de voir un peu plus loin que le bout du nez. Dans votre discours d'investiture, vous avez évoqué l'ambition qui doit animer tous vos conseillers et vous dites croire au Grand Est, aux pépites de chacun des territoires. Alors, oui. C'est quoi ces pépites ? Ben, quand vous regardez aujourd'hui, on a créé en Alsace ce qu'on appelle la marque Alsace. Lorsqu'on va se vendre, lorsqu'on va à l'étranger ou ailleurs, quand on fait rayonner, il y a 2700 entreprises qui ont adhéré à la marque Alsace. C'est une chance parce qu'elle permet de rayonner. Quand vous allez en Champagne, évidemment, Champagne est une marque monde. C'est une vraie chance qu'on a. La Lorraine, la marque Lorraine est une chance. Donc il faut continuer à garder ces chances, ces réalités. Parce que ces réalités, ces identités s'appuient et font référence à des réussites. Et donc il ne faut surtout pas, aujourd'hui, être un frein pour ces réussites. Et ces pépites, qui sont d'abord des réussites des entreprises, mais aussi des collectivités, aujourd'hui dans le territoire, mais aussi à l'international, nous devons continuer à les favoriser. Et en même temps, construire une nouvelle identité dans cette région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine. Quand vous regardez le Bade-Württemberg, le Bade-Württemberg a été créé en 1952, à la suite d'un référendum qui a été fait en décembre 1951. Mais ce n'est pas parce qu'on a créé le Bade-Württemberg en 1952, Bade-Württemberg qui est maintenant une vraie réalité quand vous regardez le Land. Mais ce n'est pas pour autant que le Bade a disparu. Le pays de Bade existe toujours. Ce n'est pas parce qu'il y a Rhénanie-Palatinat que le Palatinat a disparu. L'identité du Palatinat existe toujours. Nous devons donc faire dans ce territoire à la fois de favoriser tout ce qui est l'identité de ces anciens territoires et en même temps sur des réussites nouvelles, construire une nouvelle identité qui permet aux gens de concevoir que nous sommes, tout en restant alsaciens, lorrains, champardennais, en même temps nous construisons une nouvelle identité qui va permettre de porter un territoire qui fait un PIB de 150 milliards d'euros, qui aujourd'hui est la 2e région exportatrice de France, qui est la 1re région française en matière d'agroalimentaire. Nous avons de vraies chances, nous devons continuer à consolider, et nous devons surtout faire que dans le futur, nous puissions continuer à avoir des références et continuer à avoir des réussites. On sent toute votre foi et votre enthousiasme pour cette grande région. Alors vous avez annoncé que la lutte contre le chômage pourrait faire l'objet d'une expérimentation dans le Grand Est avec un transfert de moyens. De quoi s'agit-il ? Traditionnellement, lorsque les entreprises se développent, elles se tournent vers des collectivités pour avoir un accompagnement financier par des subventions, etc. Quand ces entreprises se développent réellement, quand elles ont du résultat, quand elles font du bénéfice, ce bénéfice ensuite, il est taxé par l'État. Donc si nous donnons des subventions au terme des collectivités, ces subventions permettent d'avoir un résultat qui est ensuite taxé par l'État. Donc c'est indirectement les collectivités qui financent l'État, ce n'est pas mon objectif. Donc nous, de plus en plus, ce que nous avons commencé à faire, c'est d'intervenir dans les entreprises, dans ce qu'on appelle les fonds propres. Donc on crée ce qu'on appelle un fonds souverain qui permet d'intervenir dans les entreprises. Je l'ai fait en Alsace, j'ai créé de ces fonds. Et c'est nouveau ce que vous avez fait en Alsace ? Oui, tout à fait. On a été les premiers à mettre en place des fonds de cette importance en Alsace.
un fonds qu'on appelle Alsace Croissance qui fait 50 millions d'euros. Donc ça permet d'aller dans l'entreprise. Une fois que l'entreprise se développe, qu'elle n'a plus besoin, elle peut le rendre à la collectivité. L'entreprise a besoin de moyens quand elle se développe. Une fois qu'elle s'est développée, elle n'a plus besoin. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces fonds dans les fonds propres de l'entreprise? C'est parce que l'entreprise, lorsqu'elle s'adresse aux banques, il faut qu'elle ait un bilan suffisant pour que les banques acceptent de lui prêter. Donc si nous rentrons dans les fonds propres, ça permet de développer, ça permet d'ouvrir les banques et donc d'avoir un effet levier beaucoup plus important. Eh bien ce fonds propre que j'ai mis en place au niveau de l'Alsace, que nous avons mis en place au niveau de l'Alsace, il va maintenant servir à l'ensemble de la région, mais évidemment il faut lui redonner une nouvelle dynamique. C'est ce que j'ai en particulier négocié avec Manuel Valls, le Premier ministre, pour dire qu'il faut que l'État continue de nous accompagner, parce que ces fonds propres que j'ai créés, ils sont en particulier aidés au niveau national par ce qu'on appelle la Caisse des dépôts et consignations, aujourd'hui par la BPI. Donc j'ai obtenu l'accord de principe pour qu'on puisse continuer, dans le cadre de cette grande région, à constituer ces fonds. Deuxième grand dossier qu'on a, c'est par exemple la fibre optique, c'est aujourd'hui le très haut débit. Le très haut débit est indispensable dans les territoires, sinon les entreprises sont beaucoup trop handicapées. Donc là aussi, on a mis en place tout un projet pour l'ensemble des territoires alsaciens. Il faut qu'on le fasse sur l'ensemble du territoire français. Et là, j'ai négocié le fait que l'État nous accompagne dans le cofinancement des investissements par appel d'offres que nous ferons dans les territoires pour pouvoir mettre le très haut débit, c'est-à-dire la fibre optique, sur l'ensemble du territoire d'Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne. Monsieur Richard, je vais vous laisser le mot de la fin, un message que vous aimeriez faire passer pour conclure. Nous sommes dans une crise très grave, mais nous sommes aussi avec des potentiels réels, à condition de travailler plus ensemble, à condition de relever les défis, à condition d'être volontaire, à condition de fixer comme objectif, tout simplement, demain, d'être plus efficace dans ce que nous avons à entreprendre. Si nous, dans ce territoire Alsace, Champagne, Ardennes, Lorraine, qui a évidemment beaucoup de difficultés, qui a des taux de chômage élevés, mais qui a aussi beaucoup d'atouts, eh bien, si nous acceptons de relever ces défis, moi je suis persuadé que nous serons demain l'un de ces territoires remarquables et exemplaires pour la France. Nous sommes dans ce territoire Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, entre d'un côté l'Île-de-France, qui est l'un des territoires les plus puissants de l'ensemble de l'Europe. Et de l'autre côté, vous avez quoi? Vous avez la Belgique, le Luxembourg, les Länders allemands, en particulier le Bade-Wurtemberg et la Suisse. En fait, nous sommes entre deux territoires européens parmi les plus puissants de l'Europe. Nous sommes ce trait d'union entre ces deux territoires puissants. Nous devons utiliser cette capacité à la fois de moyens, d'initiatives propres que nous avons, ce potentiel en recherche, en innovation qui est le nôtre, mais aussi travailler bien sûr avec nos voisins pour que notre territoire soit un territoire qui demain soit un territoire attractif, qui donne envie et qui donne la possibilité pour les entreprises de continuer à se développer. Moi, je souhaiterais que notre territoire, que l'Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine devienne le territoire où le chef d'entreprise sait que s'il vient ici, il a toutes les chances pour se développer, il a toutes les chances pour croître, il a toutes les chances d'avoir des interlocuteurs qui l'accompagneront. Et nous voulons être, nous, ce territoire qui donne ces ouvertures sur le futur, en particulier pour les jeunes générations. Il faut qu'elles sachent qu'ici, dans ce territoire, non simplement elles pourront se former, ces jeunes générations, mais aussi ensuite s'implanter, fonder une famille et trouver un emploi. C'est notre vœu, c'est mon vœu, c'est le vœu aussi que je veux dire pour 2016. Bonne année à tous. Merci Monsieur Richard, ce sera vraiment la phrase de la fin. Alors merci d'avoir accepté de vous livrer derrière le miroir de Mosaïque.